Donc, je suis Marina Le Tourneur, je suis maîtresse de conférences en études hispano-américaines à l'Université du Mans et donc mes recherches portent plutôt sur la littérature et l'histoire culturelle hispano-américaine et notamment argentine. Ah, une américaniste. Parce que ces derniers temps, je n'interroge que des hispanistes. Ils sont intéressants, ces gens-là. D'accord. Bon. Alors, dites-nous quel est le titre de votre thèse, en quelle année vous l'avez soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui? Alors, ma thèse s'intitule L'histoire dans l'œuvre d'Andrés Rivera, écriture, réécriture et manipulation. Et c'est une thèse qui a été dirigée par Eric Fisbach et donc que j'ai soutenue à l'Université d'Angers, très exactement le 10 juillet 2015. Voilà, donc ça fait déjà quelques années. Parmi les interviewés, il y en a qui ont soutenu leur thèse il y a plus de 50 ans. Donc, D'accord. donc bon, vous avez encore de la marge. C'est-à-dire, vous n'avez pas complètement oublié ce qui s'est passé et ça va pas être une reconstruction rétrospective, c'est intéressant. Alors, avant qu'on en vienne à votre parcours, expliquez-moi un peu, vous, pourquoi dans votre vie il y a eu l'espagnol et pourquoi il y a eu prof. C'est de la vocation ou c'est par hasard? Alors, l'espagnol, j'ai commencé comme beaucoup d'entre nous en quatrième au collège. J'aimais bien les langues étrangères, donc j'aimais bien l'anglais, j'aimais bien l'espagnol ensuite. Au lycée, j'ai fait de l'allemand, donc voilà, j'aimais vraiment bien les langues étrangères. J'ai hésité entre l'allemand et l'espagnol même ensuite, et puis finalement, je suis allée en classe prépa. J'ai choisi l'espagnol plutôt que l'allemand. Je suis même passée en espagnol LV1, et comme ça, c'est très bien passé. Après la prépa, j'ai intégré l'université. Je me suis inscrite en LLCR espagnol, une filière, enfin ouais, vraiment des études que j'ai beaucoup aimées. J'ai vraiment adoré mes années à l'université. J'ai passé le CAPES sans avoir aucune envie d'être enseignante dans le secondaire. Je préfère le dire très clairement. C'était vraiment parce qu'il fallait que je gagne ma vie à un moment et que je me suis rendu compte que ben, je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose d'autre. En fait, j'aimais bien l'idée d'enseigner, hein. Ça me plaisait. Secrètement, je rêvais un petit peu de devenir enseignante à l'université, mais je pensais que ce ne serait pas accessible pour moi. Et puis voilà, donc j'ai passé le CAPES. Et puis finalement, j'avais fait une maîtrise quand même, et donc j'avais commencé un petit peu à travailler, à faire un petit peu de recherche au niveau maîtrise. C'est très modeste, mais déjà j'avais vu que ça me plaisait. Et donc voilà, c'est comme ça que ensuite j'ai repris mes études. Enfin voilà, j'ai d'abord enseigné pas mal d'années dans le secondaire. Je disais que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je vais quand même nuancer. Finalement, j'ai pas non plus trop souffert dans le secondaire et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup enseigner, que j'aimais bien le contact avec les élèves, alors qu'au départ, j'avais vraiment aucune envie de travailler avec des collégiens, plus avec des lycéens quand même. Mais finalement, j'ai eu beaucoup de collégiens et voilà, c'était une très bonne expérience malgré tout. Oui, puis évidemment, moi je le dis sans pas trop savoir de quoi je parle parce que j'ai jamais enseigné ni au collège ni au lycée, mais quand on aime être prof, franchement, faire Mhm. cours, c'est faire cours, hein. Mhm. Exactement. Enfin, je sais pas, c'est un peu l'impression que j'ai. Moi, je vois, je vais faire les cours du troisième âge, ça s'appelle pas comme ça, c'est beaucoup plus politiquement Mhm. correct, mais dès qu'on entre dans une salle de cours, il se passe un truc, quoi. Mhm. Alors, Oui, bien justement, sûr. c'est quoi un bon prof? Alors, un bon prof, c'est quelqu'un qui sait s'adapter déjà. Il faut Ah, avoir quand même une grande souplesse parce que faut vraiment être capable de capter le public très vite. Je trouve, une fois qu'on a capté le public, on sait un petit peu comment les prendre en fait et on sait comment les intéresser. Enfin, on arrive à comprendre comment les intéresser, ce qui est un vrai défi au collège, hein, faut pas se mentir. ouais. Parfois au lycée aussi, parce que selon les filières, on a des élèves parfois qui n'ont pas du tout envie de faire des langues vivantes et qui n'ont pas du tout envie de faire de l'espagnol avec un coefficient 2 alors qu'à côté, ils ont des maths ou de l'éco à coefficient 9 ou je ne sais quoi. Donc, il faut arriver à chaque fois enfin, je vais utiliser le mot séduire, mais embarquer le public. Et à partir de là, bon, bah, on devient un bon prof si on arrive à entraîner avec nous, je trouve, un public à la base qui était un peu réticent. Là, je trouve que là, on devient bon. Après, un bon prof, c'est aussi quelqu'un qui va apporter des choses, pas forcément en étant conscient tout le temps, parce que parfois on est surpris à la fin de l'année, on a des élèves qui étaient un peu discrets, qu'on oublie un petit peu, qui viennent nous remercier pour cette année de cours, etc. Et je trouve que là aussi, ça montre que finalement on a bien fait notre travail. Voilà.
Et alors, est-ce que pour être un bon prof, faut un peu cabotiner quand même? Ah, tout à fait, on est des acteurs et ça, je m'en suis rendu compte dans le secondaire, notamment au collège. Il faut vraiment être complètement, on cabotine complètement. J'ai une étudiante, une élève une fois qui m'a dit à la fin de l'année que je lui faisais penser à Florence Foresti. Et je me suis dit, ah oui, on est Oh, c'est un vraiment des compliment. acteurs, voire peut-être on se met un peu trop en scène de temps en temps. Non, 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 c'est un compliment, c'est un compliment. Je connaissais pas trop Florence Foresti à l'époque, alors j'étais allée regarder, je me suis dit, bon, je vais le prendre comme un compliment. Oui, oui, non, je pense que vous pouvez, vous pouvez. Alors, pour votre parcours, donc vous avez dit, bon, je suis entrée à l'université, j'ai bien entendu, ça m'a beaucoup plu. Bon. Et puis, vous avez parlé de CAPES et de maîtrise. Alors, vous étiez encore du temps de la maîtrise. Oui. Votre mémoire portait sur quoi? Sur écriture et cinéma dans Triste Solitario et Final d'Osvaldo Soriano. D'accord, donc, alors, l'Argentine, c'est un hasard ou c'est quoi, une Pas cristallisation amoureuse? complètement. Pas du tout, je pense. Après, ça l'est devenu. Mais dans un premier temps, je pense que ce qui a joué beaucoup, c'est qu'à Angers, on avait plusieurs enseignants qui étaient soit argentins, soit qui avaient beaucoup vécu en Argentine, comme Eric Oui. Fisbach. Mais on avait aussi Nestor Ponce, il y avait aussi Nora Parola à cette Mm, mm. époque-là. Et donc, on avait beaucoup d'enseignants qui nous parlaient beaucoup de l'Argentine, pas forcément dans leurs cours, hein, parce que je sais que Nora Parola, elle donnait des cours de littérature espagnole. Mais c'est vrai que je pense que ça a joué aussi parce qu'on a étudié plusieurs œuvres en lien avec l'Argentine, enfin, voilà, d'auteurs argentins, par exemple, ou en Sylvie, on a abordé des questions en lien avec l'Argentine. Il y avait une convention aussi qui existait entre l'Université d'Angers et l'Université de La Plata. Et moi, j'ai pu partir pendant 6 mois quand j'étais en maîtrise à l'Université de La Plata. Donc ça aussi, ça a joué un rôle, évidemment, dans mon choix de sujet de mémoire, évidemment. Oui, bah oui, bien sûr. Non, ça, à partir du moment où il y a les collègues plus le déplacement sur... Bon, ça joue. Et Voilà. alors, en DEA, ou est-ce que c'était déjà un M2? Bon, vous avez travaillé sur quoi? Alors, comme j'ai repris plusieurs années plus tard, j'ai dû faire une année de stage. Ensuite, j'ai été mutée dans le nord de la France et c'est à ce moment-là, dans un lycée en zone violence. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouh là là, je ne vais pas pouvoir faire ce métier toute ma vie. Il Mm, faut que je trouve un plan B. Et ouais. donc là, j'ai repris. En plus, ça coïncidait avec la mise en place du système LMD. Donc, moi, je m'étais dit, bah, j'ai une maîtrise, autant que j'aille jusqu'au M, jusqu'au master. Ouais. Et donc, ça a coïncidé aussi avec mon retour dans l'Académie de Nantes et je me suis inscrite du coup en Master 2 à l'Université d'Angers. Ça venait juste d'ouvrir à l'Université d'Angers. J'ai travaillé donc à partir de ce moment-là avec Eric Fisbach parce qu'avant, j'avais travaillé avec Nestor Ponce. Il n'était plus à l'Université d'Angers à ce moment-là. Et donc, j'ai travaillé sur Andrés Rivera. C'est là que j'ai complètement changé j'ai pas changé d'aire géographique, mais j'ai changé complètement de type de sujet. Donc, j'ai travaillé sur Andrés Rivera, sur la révolution es un sueño eterno. Et donc, c'était déjà un sujet qui, ensuite, voilà, s'est prolongé dans la thèse, puisque c'était, je crois, l'écriture de l'histoire pardon, La révolution es un sueño eterno d'Andrés Rivera. Et alors, cet auteur, c'est vous qui l'avez découvert au fil de lecture ou c'est Eric Fisbach qui vous a dit, tiens, je pense qu'il y a quelque chose à faire chez lui? Alors, c'est un petit peu les deux, parce que quand j'étais en Argentine, donc quand j'étais à La Plata, dans un cadre, c'était pas vraiment un échange, mais dans le cadre de la convention, là, je sais que j'avais un enseignant à l'université qui nous avait parlé de La Révolution es un sueño eterno, et qui nous avait dit que c'était un excellent roman, voilà, que c'était un livre qui avait quand même fait date, entre guillemets, enfin, qui était important et qu'il fallait connaître. On ne l'avait pas étudié forcément, mais il en avait dit du bien. Et ensuite, moi, quand j'ai proposé des sujets de recherche à Eric Fisbach, j'avais évoqué cette idée de travailler sur le rapport entre la littérature et l'histoire. Mm. Au départ, j'avais proposé Roa Bastos parce qu'avec Eric Fisbach, on avait travaillé sur Hijo de Hombre, que j'avais beaucoup aimé. Mais c'était déjà pas mal travaillé, déjà Roa Bastos. Et comme j'avais donné toute une liste, enfin voilà, j'avais mis La Révolution et son sueño eterno de Rivera, que je n'avais pas lu à l'époque, mais que j'avais mis dans la liste parce que je m'étais souvenu pardon, de cette recommandation de l'enseignant à la Plata. Et lui, il était ravi. Il me dit, ah non, non, ben, vous travaillez là-dessus parce que c'est un auteur qui est reconnu en Argentine, mais qui est très peu Oui. travaillé encore. Donc, allez-y. Voilà. Rappelez-moi la date du roman. J'arrive pas. Alors, il a été écrit en 87, mais il a eu le prix national de littérature en 92. Ah oui, d'accord, ouais, cette frange-là, d'accord. Alors, pour quelqu'un qui l'aurait pas lu, euh, Oui.
Présentez-nous ce corpus-là. Alors moi, voilà, pour ce fameux mémoire de Master 2, j'avais travaillé juste sur la Révolution es un sueño eterno, mais pour la thèse, évidemment, j'ai élargi à Bien sûr. d'autres œuvres de Rivera et j'ai choisi de travailler sur les œuvres qui évoquaient une époque. Alors, je sais, je m'étais basée sur une définition de Seymour Menton, que je n'adhère pas forcément à tout ce que dit Seymour Menton, mais je m'étais appuyée sur sa définition du roman historique, un roman dont l'écrivain parle alors qu'il n'a pas vécu la période évoquée. En gros, je le résume, je le reformule très mal. Mais donc, mon corpus, je l'ai constitué comme ça, en fait, en me basant sur tous les ouvrages de Rivera où il était question d'un passé que l'auteur lui-même n'avait pas vécu. Donc voilà, le corpus était plus étoffé, évidemment. Il y avait parmi, alors je ne vais pas forcément vous citer toutes les œuvres, mais il y avait El Farmer aussi, en plus de La Révolution es un sueño eterno, Ah, La ça, je connais. Sierva, L'Amigo de Baudelaire, El Profundo Sur, j'en oublie, En esta dulce tierra, et j'en oublie sans doute, j'en oublie un, j'en oublie un, qui va me revenir peut-être C'est après. lequel le meilleur Euh, pour vous? Le meilleur. Alors, alors, ça peut être complètement subjectif, hein, c'est celui que vous relisez avec le plus de plaisir ou qui, de votre point de vue, passe le cap du 21e siècle. Je pense que celui qui vraiment, c'est vrai que La Révolution es un sueño eterno, c'est très, enfin, voilà, c'est un ouvrage vraiment important dans la carrière littéraire de Rivera. Après, c'est quand même, Rivera, c'est pas un écrivain facile à lire, voilà, il faut le savoir. Moi-même, je me suis accrochée Mhm. quand j'ai lu La Révolution es un sueño eterno parce que pour un Français, surtout, je pense que pour les Argentins, c'est plus facile parce qu'ils connaissent bien déjà l'histoire de leur pays. Surtout, mais je pense que déjà, c'est pas, même pour les Argentins, c'est pas forcément un ouvrage abordable pour tout le monde Mhm. parce qu'il y a vraiment une déconstruction complète voilà, l'histoire, elle est complètement éclatée, morcelée, retravaillée. Donc, c'est pas forcément des ouvrages faciles à aborder. Tous les ouvrages de Rivera ne sont pas comme ça, hein. Il y en a qui sont plus faciles à. Je sais que El Farmer, par exemple, c'est plus facile à lire. Et j'en ai oublié un, c'était Ese Manco Paz sur José María Paz, un caudillo aussi. Celui-ci aussi, il est pas très compliqué il est moins compliqué à lire, on va dire. En plus, ils sont assez courts. Alors, ils sont très courts, mais il y a beaucoup d'ellipses aussi, beaucoup de choses qu'il faut lire entre les lignes, hein. Donc, Oui, oui, c'est ça. voilà, pour quelqu'un qui ne connaît pas Rivera, je dirais que El Farmer, c'est plus facile à lire Abordé. que sur Juan Manuel de Rosa, c'est plus facile à lire que La Révolution es un sueño eterno. Mais La Révolution es un sueño eterno, c'est vraiment très, très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce livre. Et puis, oui, je pense que ça doit être, ouais, à mon avis, le meilleur roman de Rivera. Alors moi, je me pose la question, je suppose que vous y avez réfléchi dans votre thèse sur ces livres-là avec des ellipses, hein, où il y a tout un Mm. implicite, etc. Qu'est-ce que ça donne 40 ans, 50 ans, puis 60 ans plus tard quand on les lit, où on n'a pas le sous-texte? Dans quelle Mm. mesure est-ce que ça reste un roman historique? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et autre chose qui me frappe aussi, c'est que les romans de Rivera n'ont pas été traduits dans aucune langue, hein. Donc Ah je me oui. dis que pour un traducteur, il faut forcément mettre des notes, c'est sûr et certain. Enfin, voilà, je me mets à la place du traducteur et je me dis, il faut mettre des notes pour le lecteur étranger parce qu'il nous manque des choses. Il n'y a pas seulement en plus des références à l'histoire et au contexte évoqué, il y a aussi un autre sous-texte chez Rivera qui était un militant communiste, enfin marxiste, on va dire, ensuite trotskiste. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil à la littérature politique. Voilà, donc il faut avoir à la fois Ça. les références historiques et je pense que quelqu'un qui a lu de la littérature politique, va avoir en plus des allusions, des clins d'œil qu'un lecteur lambda ne va pas forcément voir. Donc, c'est un petit peu aussi la question est très pertinente parce que voilà, dans le futur, qu'est-ce qui va rester de Rivera dans la mesure où on pourrait presque considérer que son œuvre est un peu hermétique, peut-être, on la trouvera Oui, c'est peut-être ça. hermétique ou réservée à une petite portion Un entre-soi, ouais. d'initiés qui pourront décrypter, en lire entre les lignes, quoi. Et alors, est-ce que vous avez l'impression que les auteurs,
bon, je pense à la génération née dans les années 70-80. Évidemment, j'ai en ligne de mire Mariana Enriquez, hein, vous l'avez compris. Mhm. Est-ce que on sent l'héritage de Rivera dans leur façon, parce que là, on voit bien, par exemple, si je prends Mariana Enriquez, Los peligros de fumar en la cama et Las cosas que perdimos en el fuego, c'est l'histoire qui est la matière première de ces nouvelles. Bon, et c'est pas non plus de manière directe, il y a des ellipses. Je pense que pour un lecteur Mhm. francophone qui lit ça, il voit Mhm. juste les zombies, les fantômes, les revenants, les machins, voilà. Mhm. Ça passe, enfin, toute la dimension historique est un peu perdue, je pense. Est-ce que vous Mhm. croyez que c'est des héritiers de Rivera ou non, c'est juste une manière d'écrire l'histoire, point. Alors, je ne sais pas par rapport à Mariana Enriquez, je ne sais pas trop si elle a lu Rivera. Je crois qu'elle a beaucoup lu Stephen King, Oui, d'après ce que j'avais vu. Elle a lu d'autres écrivains argentins, évidemment, mais je ne sais pas trop en fait quelle est dans la littérature actuelle argentine qui sont les héritiers de Rivera. C'est une très bonne question que vous me qu'est-ce posez qui là. s'en revendique, voilà. Euh, je- alors, j'en ai pas. Je sais que bon, certains le mentionnent parfois, disent qu'ils l'ont lu ou disent ah oui, ce bouquin de Rivera, il est génial. Mais est-ce que de là à dire que l'écriture de Rivera a eu un impact, je pense qu'ils sont toujours en train de Enfin, par contre, ouais, Borges tout le temps, quoi. C'est ça, ça reste, voilà. C'est vrai. Mais pour l'instant, Rivera, je ne sais pas. Alors peut-être qu'on trouvera à un moment un héritier ou quelqu'un qui aura beaucoup lu Rivera, qui sera resté marqué par le style aussi de Rivera. Mais j'avoue que j'ai pas. Alors après, j'ai pas fait d'espèce de veille entre guillemets. C'est vrai que Oui, j'ai oui, un petit oui. peu oublié. Enfin, j'ai continué un petit peu à travailler sur Rivera après ma thèse, mais là, voilà, j'ai laissé un petit peu pour l'instant. Donc, ouais, je pourrais pas vous répondre pour l'instant À très suivre, clairement par rapport à à suivre, comment? À à suivre, suivre. voilà, à suivre. Parce que voilà, même, j'aime bien lire aussi moi-même des choses différentes. Donc, je vais lire des écrivains qui écrivent, voilà, enfin des auteurs qui écrivent complètement différemment de Rivera, justement pour changer un peu. Donc, je sais pas trop, du coup, Mm. si, voilà, s'il y a eu une espèce de filiation qui s'est créée entre Rivera et de jeunes auteurs ou des auteurs plus actuels. Et alors, si vous deviez dire en quelques phrases, quelle est la thèse de votre thèse? Ce que je veux dire par là, c'est, bon, vous avez l'impression d'avoir démontré quoi? Alors, mon objectif, parce que c'est toujours la thèse, il y a toujours l'objectif de départ et puis le point d'arrivée où finalement on a dû prendre d'autres petits chemins en route. Moi, au départ, j'étais vraiment restée, c'était déjà le point de départ de mon mémoire de Master 2, parce que Rivera, voilà, il écrit les titres de ses romans sont pas explicitement historiques, mais par contre, il y a plusieurs romans où le personnage principal, c'est un personnage historique, donc c'est quand même un petit peu curieux. Et Mhm. lui-même, il revendique, enfin, il revendiquait tout le temps dans les interviews, non, je n'écris pas de roman historique. Ah, L'histoire, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Moi, j'écris l'histoire des vaincus. Et puis, j'ai lu aucun livre d'histoire pour écrire mes romans parce que voilà, l'histoire, c'est les vainqueurs qui l'écrivent et moi, j'écris l'histoire des vaincus. ouais, ouais. Donc, mon objectif, c'était de montrer que, bon, déjà qu'il mentait un petit peu, mais ça, les écrivains le font toujours, qu'il avait de bonnes connaissances et qu'il avait lu beaucoup de livres d'histoire. Donc même si après il en restait des petites bribes dans ses romans, il y avait quand même beaucoup de connaissances historiques au départ. Et donc l'idée c'était de montrer comment, enfin voilà, que c'était voilà, qu'il y avait beaucoup d'histoires malgré tout, beaucoup de sources ou de traces historiques réelles dans ces ouvrages. Et surtout, j'ai voulu essayer de comprendre aussi ce rejet de l'histoire officielle, parce que ça revient pas que chez Rivera, en Argentine Ouais. hein, et en Amérique du Sud, en Amérique latine en général. Ce rejet de l'histoire officielle, j'ai voulu un petit peu creuser. C'était hyper intéressant parce que c'est là que j'ai découvert qu'en Argentine, voilà, il y avait ces deux grands courants, l'histoire libérale et l'histoire révisionniste, alors avec pas du tout la même connotation que le révisionnisme qui est souvent assimilé au négationnisme en France, on va dire. Mais donc ça, c'était un aspect très, très intéressant. Et puis, l'autre chose aussi qui m'intéressait, c'était vraiment ce lien entre l'histoire et la littérature, ce qu'on fait de l'histoire et comment on réfléchit aussi sur l'écriture de l'histoire, parce que c'était ça qui m'intéressait dans les œuvres de Rivera et que j'avais déjà vraiment travaillé pendant mon master, sur mon mémoire de master 2, c'était
comment on fait de la littérature avec de l'histoire. Et c'est là que je suis arrivée vers le terrain du nouveau roman historique, des métafictions historiographiques, etc. Et ça, c'était aussi très, très, très intéressant. Et alors, là, moi, évidemment, j'ai une perspective 21e siècle, mais pour produire ces contre-représentations, ces contre-discours, etc., il y a eu beaucoup, et là pour le coup, je me place avec Marquez, El Otoño del Patriarca, de réflexion sur la crédibilité, la légitimité du narrateur omniscient. Et Oui. faire le pari de la subjectivité, quitte à ce qu'il y ait des trous, des déficiences, Mm. des déficits, mais tant pis, il vaut mieux un récit à trous Mm. et déficient et un, plutôt que... Alors, comment ça se passe chez Rivera? C'est la même chose en fait. On a souvent un narrateur à la première personne, souvent un Ah, personnage historique en plus, souvent dans une situation de vieillesse et limite de sénilité. Donc on a toujours, soit ils sont un peu séniles, soit ils prennent voilà, je sais que dans La Révolution es un sueño eterno, comme c'est l'histoire de Juan José Castelli sur la fin de sa vie, qui avait un cancer de la langue et qui apaisait la douleur en prenant un mélange d'opium et je sais plus de l'opium. Et puis j'ai oublié, tiens, ça. Il appelait ça leche de angeles, mais je me souviens plus de la de recette. la Mais composition en tout mince. cas, ça troublait un peu sa lucidité. Et donc, on est toujours voilà, dans cette ambiguïté-là. Et en plus de ça, chez Rivera, il n'est pas rare que dans une même phrase, il y ait un narrateur à la troisième personne qui vienne s'insérer dans le récit à la première personne. Voilà. Enfin, dans Ouais, la narration à la première personne. il est comme Voilà. une espèce de parasite ou de béquille compensatoire. Alors, souvent, ça ralentit un peu le récit, ça le fait patiner un peu parce que le narrateur à la troisième personne reformule, redit ce que vient de dire le narrateur à la première personne. Voilà, donc c'est une espèce de... Voilà, ça patine un peu, du coup, voilà. Et alors, bon, j'ai bien compris qu'il y avait quand même un corpus important, puisque là, si le temps que vous retrouviez tous les... il y a 6 ou 7 romans à peu près. Ouais, Euh, j'en ai oublié un dont j'oublie le titre. Hay que matar, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. oui, disons une petite dizaine. Hein. Voilà. Donc, comment vous avez travaillé ce corpus? C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte que le critère organisationnel, c'était la périodisation? Parce qu'après tout, pourquoi pas, hein, on dit, ah, la périodisation, c'est nul, c'est le degré zéro. Oui, enfin, s'il y a des Mm. périodes et des périodes. Ou alors, est-ce qu'il y avait un autre critère, par exemple, la question des modalités du récit, ou comment vous avez organisé ce corpus? Non, je suis vraiment restée sur cette idée de je vais travailler les œuvres qui évoquent le passé non vécu par l'auteur. Et il y en avait pas mal, mais comme les récits de Rivera sont souvent très courts, enfin, c'était faisable, quoi. Et puis, mine de rien, comme je disais tout à l'heure, La Révolution es un sueño eterno, qui est le premier ouvrage que j'ai travaillé, qui m'a demandé beaucoup de travail pour arriver à comprendre aussi Mhm. cette écriture très particulière de Rivera. En fin de compte, une fois que j'ai compris cette façon d'écrire, finalement, pour les autres, j'avais des automatismes la Ouais, lecture vous saviez était lire. plus aisée finalement. Et puis, ce qui était intéressant aussi, et ça, je l'ai évoqué, c'est que le style a aussi un petit peu évolué. C'est-à-dire que ça s'est un petit peu épuré, on va dire, ou simplifié sur les ouvrages plus récents, on va dire. Où j'ai trouvé aussi que, par exemple, El Amigo de Baudelaire, qui est plus récent, enfin plus récent, c'est comme un ouvrage toujours écrit au 20e, mais il me semble, je me souviens plus, tiens, j'ai un doute. Mais en tout cas, je sais que El Amigo de Baudelaire, par exemple, ce qui était intéressant, c'est que j'ai découvert que la structure était un petit peu similaire aux journaux de Baudelaire. En fait, il avait Mhm. lu les journaux de Baudelaire, Ouais, Rivera, d'accord. et finalement, le personnage voilà, adoptait un petit peu le même style que... Voilà, il y avait l'hypotexte a aussi déterminé parfois le style des ouvrages. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, en fait, je suis en train Non, de me demander. mais enfin, c'était pas tout à fait ça. Ma question, c'était, Oui, voilà, je crois que je m'éloigne. mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que c'était intéressant. Comment vous avez travaillé votre corpus? C'est-à-dire là, moi, par exemple, j'ai fait ma thèse sur l'œuvre fictionnelle complète de Garcia Marquez, vous, à peu près, sur celle de votre auteur. Et donc, bah, quand on a affaire à une œuvre complète, comment on l'organise? Est-ce qu'on fait Mm, une première partie sur, là, le cycle macondien, puis une deuxième partie sur le cycle du Magdalena? Ou alors, est-ce mm. que bah, vous, le critère chronologique, c'était pas très intéressant, il y avait des transversalités qui étaient plus pertinentes pour faire le plan.
Alors que il faut que je me souvienne, mais il me semble, si je me souviens bien, que j'avais plutôt regroupé les œuvres par rapport aux périodes de l'histoire argentine. Donc Ah parfois ça voilà. coïncidait pas, c'était pas forcément des œuvres qui avaient été publiées les unes après les autres en fait. Alors il y avait quand même parfois si des lui-même il a suivi une chronologie quelque part parce qu'il avait d'abord parlé de, enfin oui et non parce que en fait En Estado se Tierra qui a été publié avant la Révolution es un sueño eterno, c'est l'époque de Rosas. Et puis en fait, la Révolution es un sueño eterno, c'est antérieur, puisque c'est la Révolution de mai. Donc non, je les ai plutôt regroupés par période de l'histoire Traité. argentine pour voir un petit peu. Parce que l'idée aussi, c'était de voir comment ils percevaient l'Argentine de cette époque-là, et surtout à chaque fois faire le lien aussi avec le contexte d'écriture, parce qu'il y avait évidemment, comme dans tous les romans historiques, Bien un sûr. lien avec le contexte du moment de l'écriture, et évidemment des clins d'œil, enfin des clins d'œil ou Des des effets de signaux miroir, pour tout montrer, ça, ouais. attention, ça on l'a déjà vécu, ça s'est déjà passé, ou voilà. Ouais, je vois très bien. Et alors, dernière question sur la thèse. Il y a des très bons auteurs de leur siècle, j'en connais un Mhm. bien, moi, où on se dit, ah voilà, c'est un très grand auteur du XXe siècle. Est-ce que pour autant c'est un grand auteur du XXIe siècle? C'est-à-dire, est-ce qu'il, pour autant, il parle au XXIe siècle, a des choses à dire, va servir au XXIe siècle? Et le vôtre, votre auteur, on peut dire votre auteur hein, à ce stade, Je suis vous pas la dites, seule à avoir travaillé sur Rivera. non, mais en l'occurrence, vous avez fait votre thèse dessus, donc bon, Mhm. vous le connaissez bien et vous savez de quoi vous parlez, vous avez quand même voilà, vous êtes légitime pour en parler. Donc, est-ce que vous dites, non, ben voilà, c'était un très bon écrivain du XXe siècle, pour le XXIe, bon, on va le lire plus comme un document historique, comme un jalon important de l'histoire littéraire, ou au contraire, non. Euh, non, moi je pense qu'il a toujours une actualité finalement. Rivera, surtout dans le contexte argentin actuel avec l'élection de Milei. Et d'ailleurs, je crois, il me semble que c'est l'année dernière que Seix Barral a réédité justement La Révolution es un sueño eterno. Ouais. Voilà, dans ce contexte voilà, où il était important, je pense, de reparler de l'idéal qui avait animé les créoles qui ont mené cette révolution, en fait. Et puis voilà, les idéaux de l'époque. Et l'intérêt du roman aussi de Rivera, c'est que lui, il présente la révolution de mai comme une révolution qui a raté, en fait. Qui a raté parce que finalement, l'aile, entre guillemets, les Jacobins ont été éclipsés finalement et ont dû se rendre. Et ce sont c'est la partie la moins radicale des insurgés, entre guillemets, qui a fini par s'imposer. Donc, il y a à chaque fois eu des compromis, etc. Et donc, il y a aussi à ce moment-là, par la suite, une bourgeoisie qui est arrivée au pouvoir. Et donc, je pense que oui, pour ça, il y a plusieurs voilà, et même pour Rosas, je crois qu'il y a encore des choses qui peuvent avoir de l'intérêt, même dans l'argent. Surtout que les Argentins aiment bien faire référence encore au passé, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est la crise. Donc, soit on essaie de trouver des raisons dans le passé, soit on essaie de résoudre les crises en cherchant la solution dans le passé. C'est le cas de Milei qui a ressuscité Alberdi à sa sauce, en fait. Donc, non, en fait, je pense que Rivera, pour ça, il a encore une importance, il va encore être important, je pense, au XXIe siècle. Bon, tant mieux pour Peut-être vous. seulement en Argentine, peut-être, Ah ben c'est déjà pas mais mal. C'est déjà pas c'est mal. déjà bien. Passer ce Voilà. cap-là. Mm, Bon, mm. alors, à part le rôle de votre directeur de thèse, notre cher Eric, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important dans ce processus d'élaboration d'une thèse? Alors, oui, j'ai réfléchi à cette question. Je voudrais. Alors, il y a plusieurs personnes, mais surtout une personne que je mentionnerai, qui est Teresita Mauro Castellarin, qui était professeure à l'époque. Maintenant, elle est retraitée, mais elle était professeure de littérature latino-américaine à l'Université Complutense de Madrid. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée alors à différents titres. J'avais lu un de ses articles, moi, pendant ma thèse là,
voilà, et j'avais trouvé son mail, donc je l'avais contactée et elle m'a aidée parce qu'on a discuté, elle connaissait Andrés Rivera, donc on a discuté, je l'ai rencontré à Madrid, on a discuté, et surtout un autre aspect qu'il ne faut pas négliger quand on fait une thèse, l'aspect pratique, elle a mis à ma disposition tout le corpus qui me manquait parce elle avait tous les bouquins de Rivera et moi, à l'époque, j'avais ni le temps ni l'argent pour aller faire un séjour en Argentine pour récupérer les ouvrages qui me manquaient. Donc, je sais que ça m'a énormément aidé parce que j'ai récupéré tout le corpus de Rivera aussi à ce moment-là. Et en plus de ça, elle m'a aussi donné l'email de Susana Fiorito, qui était la compagne d'Andrés Rivera. Rivera n'écrivait pas, n'utilisait pas Internet, n'utilisait pas les ordinateurs. Donc, j'étais en contact avec lui par l'intermédiaire de sa compagne Susana Fiorito, que je remercie aussi au passage, parce qu'elle aussi, elle m'a beaucoup aidée. Donc, voilà. Bon, j'imagine que comme tout doctorant, vous avez malheureusement rencontré des difficultés, à part vous procurer le corpus. Elles étaient de quelle nature ces difficultés? Alors, elles peuvent être spécifiques au sujet. Évidemment, vous avez dit bah, c'est difficile parce qu'il y avait quand même tout un trasfondo historico que j'avais pas. Mm, Puis mm, parfois des allusions que je savais même pas que c'était des allusions. Je vois très bien le problème. Mais à part ces difficultés-là, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et bah, comment vous vous en êtes débrouillé de ces problèmes? Alors, la principale difficulté de ce doctorat, enfin de cette thèse, ça a été vraiment le manque enfin le temps long pour travailler. J'ai vraiment manqué de temps long pour travailler puisque moi j'étais enseignante dans le secondaire, hein, et j'ai jamais lâché mon poste, donc je travaillais même pas, enfin j'ai travaillé voilà à 1 heure de chez moi à temps plein, donc j'étais en plus la seule enseignante dans le collège, donc de temps en temps on me demandait d'organiser des voyages scolaires, ce que je faisais parce que je considérais que c'était pas aux élèves de payer le prix de ma poursuite d'études entre Tout à fait. guillemets. Donc c'est vrai que j'ai demandé un congé de formation dès ma première année d'inscription en thèse, mais je ne l'ai obtenu qu'au bout de 5 ans. Voilà, donc pendant 5 années, j'ai renouvelé ma demande de congé de formation et pendant ces 5 années-là, c'était compliqué parce que je pouvais travailler que partiellement pendant les petites vacances scolaires parce qu'on a toujours du travail autre pour le collège ou le lycée pendant les vacances, hein, tous les enseignants le savent. Mais donc j'avais très peu de temps. À chaque fois, il fallait que je reprenne, que je remette le nez dans ce que j'avais laissé la Ah oui, dernière c'est pas fois, facile. 7 semaines Ouais, avant, quoi. Donc il y avait les vacances, les grandes vacances quand même, qui étaient pas mal, parce que là, j'avais quand même plus de semaines libres devant moi. Mais je sais que ouais, j'ai vraiment péniblement, j'ai dû écrire péniblement ma première partie au bout de 5 ans. Par ouais, contre, après, quand j'ai obtenu le congé de formation, j'avais demandé 6 mois. En 6 mois, j'ai fini ma thèse, hein. Donc là, ça a vraiment été radical, en fait, hein. De septembre à décembre 2014, je crois, j'ai obtenu ce congé. Et là, j'ai enchaîné. J'ai été d'une ouais. efficacité redoutable, évidemment, puisque j'avais du temps et j'avais que ça à faire. Et puis voilà, après, il a suffi des petites vacances pour l'intro, les vacances suivantes pour la conclusion. Et donc, en juillet, j'étais prête et je pouvais soutenir. Mais ça a vraiment été ça la grosse, grosse difficulté au point où j'en étais à me dire je vais abandonner en fait, puisque je n'arrivais jamais à avoir de congé de Avoir le formation, coup, ben c'était oui. ultra frustrant. J'ai failli l'abandonner cette thèse, hein, je ne m'en cache pas. Oui, oui, bah dans ces conditions, c'est pas facile, hein. Quand on n'a pas de grosses plages de temps devant soi pour se poser, Mm, réfléchir, faut tout le temps. Ça, je veux bien croire que c'est mm. pas facile. Bon, au terme de ces difficultés arrive la soutenance. Oui. Commencez par me dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury. Alors, il y avait, parmi les rapporteurs, il y avait Dante Barrientos Tecún, qui est professeur à Aix-Marseille, Oui. et Cecilia González Cavino, qui est professeur à Bordeaux-Montaigne. Donc ça, c'était les deux rapporteurs. Parmi les examinateurs, il y avait Raoul Kaplan, qui à l'époque était maître de conférence HDR à Angers. Ouais. Graciela Villanueva, qui est professeur à Paris-Créteil, si je ne me trompe pas. Et Oui. puis ben, voilà, le directeur Eric Fisbach. Voilà le jury de ma thèse. Et alors, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée de la soutenance?
Alors, le premier souvenir que j'en garde, c'est qu'il faisait très très chaud, parce que c'était au mois de juillet. Ça peut être anecdotique, mais quand on doit tenir 3 ou 4 heures face à un jury, ça entre en compte. Mais malgré ça, j'en garde un très bon souvenir parce que c'était vraiment plutôt bienveillant, même très bienveillant. Je sais que j'étais vraiment plus ouais, inquiète par rapport aux conditions, aux conditions climatiques, etc., que vraiment par rapport aux questions éventuelles qu'on pourrait me poser, parce que j'avais eu 2 pré-rapports qui étaient très bons. Donc j'étais assez sereine, même si je sais qu'il y a forcément des choses qu'il faut revoir ou des choses qui sont pas bien faites. C'est normal, hein, c'est tout à Bien fait sûr. normal, mais non, non, j'en garde un très bon souvenir. Ça n'a pas duré si longtemps que ça finalement, parce que je crois que au bout de 3 heures et quelques, on a terminé, en incluant la pause. Et je sais que voilà, le jury était vraiment bienveillant, les échanges étaient intéressants, donc non, j'en garde vraiment pas du tout un mauvais souvenir. Au contraire, ça parachève un peu voilà, un parcours de longue haleine. Donc c'est plutôt un moment intéressant. Voilà. Et vous étiez ému? Eh bien, c'est ça qui est très bizarre, c'est que, en fait, je m'étais un peu blindée émotionnellement. C'est vraiment Ah oui. bizarre, hein, parce que je m'étais dit, moi, je peux être très émotive, donc je m'étais vraiment blindée émotionnellement pour éviter de craquer, en fait, parce que voilà, je savais qu'il y avait d'autres choses, d'autres paramètres à gérer, donc il fallait pas que je craque. Ouais. Et finalement, j'ai même pas été émue. C'est ça qui est très bizarre, c'est que j'ai mis un peu de temps à réaliser, en fait, et même oui, voilà, à me dire que j'avais quand même réussi quelque chose de bien, même si j'en avais bavé, quoi, ça m'avait pris plusieurs années, mais que ça s'était bien terminé. Et j'ai eu du mal à me rendre compte sur le moment, en fait. Que Et c'était très fait. bizarrement, Mm. ouais, quelques temps après, je suis allée à la soutenance d'une amie. Et là, j'étais très émue, j'avais les larmes aux yeux. J'étais plus émue qu'à ma propre thèse. Donc, c'est très curieux. Voilà. Et du coup, vous êtes pas sorti de la soutenance en vous disant, bon, ben jusque-là, je me suis demandé si j'étais à ma place ou pas. Et parce qu'il y en a beaucoup à qui ça donne une assurance, une légitimité. Ils se disent, voilà, maintenant, je me suis prouvé à moi-même et à la communauté scientifique que j'étais à ma place. Vous, ça vous a pas fait ça? Alors, en fait, c'est très curieux aussi parce que, enfin, bizarrement, je savais que c'était pas encore gagné, en fait, que le parcours, si après Ouais. je voulais travailler à l'université ou quoi, ça allait pas être immédiat, que ça allait être encore beaucoup de travail, que peut-être que j'aurais jamais de poste à l'université, en fait. Enfin, ça, c'était vraiment très, très, très clair en moi. Donc, c'était plutôt bon. Ça, c'est fait. Maintenant, voilà, après, de toute façon, après, il y a la La qualif? qualification, Ouais. etc. Voilà. Et moi, j'étais encore dans le secondaire et je me disais, il faut que j'arrive à sortir du secondaire parce que enfin, je pensais, et je pense que c'est quand même vrai, que les gens qui sont pas sortis de l'université, qui ont réussi à être à TER, etc., ont déjà en fait des contacts à l'université, connaissent Un déjà réseau, le oui. fonctionnement de l'université. Voilà, moi j'étais vacataire, donc je venais là en pointillé, je connaissais, il y a plein de choses du système universitaire que je connaissais pas bien, que je connaissais qu'en tant qu'étudiante ou vacataire, mais quand on se rend compte après, parce qu'après j'ai obtenu un poste de Prague et là vraiment j'ai vu comment c'était travailler vraiment à l'université. Donc non, en fait j'ai mis un petit peu de temps, pareil encore à avoir cette espèce de sentiment de légitimité Ouais. déjà. Après aussi ce qui a joué, c'est que j'ai rencontré des gens un peu, avec un profil un peu comme le mien, des gens qui ont repris leurs études, mais qui finalement sont pas allés au bout. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, moi, je suis allée au bout. Et finalement, on n'est pas tant que ça à être allé au bout. Ça aussi, finalement, au fil du temps, je m'en suis rendu compte que c'était pas rien, en fait, d'être allé au bout. Voilà. Non, ouais, c'est sûr, ça, dans des conditions comme ça, enfin, je veux dire, c'est très honorable d'être allé au bout parce que c'est vraiment pas facile, quoi. Et est-ce que vous avez eu la crise postpartum, genre, mais maintenant, qu'est-ce que... Enfin, oui, vous allez me dire, bah non, parce que j'étais repris dans le cycle de mon secondaire, le conseil de classe, le saut à la perche, ah, d'accord. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a quand même eu un vide? Oui, 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 parce que moi, en plus, j'ai soutenu en juillet et j'avais mis un point d'honneur à ne rien faire de l'été. Je m'étais dit non, j'ai eu 0 vacances depuis 5 ans, là, 6 ans, je fais rien. Et en fait, c'était horrible parce que je ne savais pas rien faire, en fait. Et c'était affreux parce que je m'ennuyais, j'avais l'impression de perdre mon temps,
de perdre ma vie, quoi. Enfin, d'être là, rien faire. Donc, je lisais. Pourtant, je lisais tout un tas de bouquins que j'avais mis de côté, que je voulais lire pendant, voilà, que j'avais pas le temps de lire forcément pendant la thèse. Donc, j'ai beaucoup lu, Ah, mais c'était pas assez, en fait. C'était très bizarre. Il y avait vraiment ouais, voilà, une sensation de vide. Vraiment assez bizarre en fait. Donc j'ai même pas profité de cet été-là finalement. ah Et je m'en mince. souviens même pas d'ailleurs. Je me souviens pas parce que je sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir comme un blanc. Je sais que j'étais fatiguée par contre aussi, oui. J'avais besoin de dormir. Le contre-coup. Le contre-coup. Ouais, 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 ouais. Et alors, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que ce travail de thèse continue d'avoir une influence sur la chercheuse et l'enseignante que vous êtes? Ou alors, vous faites partie de ces gens où il y a eu la thèse, bon, c'est un rite de passage, c'est fait, mais maintenant, je me suis métamorphosée en toute autre chose. Je pense que ça a vraiment été très, très, très formateur quand même. Et je m'en sers encore aujourd'hui, effectivement, bah, dans mon enseignement, parce que, alors, et dans, oui, voilà, enfin, à différents niveaux, je pense, parce que il faut être méthodique, il faut être organisé, il faut être efficace, faut donner ces mêmes conseils aux étudiants. Moi, je suis des étudiants en master recherche. Je leur donne plein de conseils. Je pense qu'ils sont bons parce que moi, je suis passée par là avant et voilà, donc je sais que je leur dis, bon, il ne faut pas trop tarder à rédiger parce que moi, c'était toujours le problème qui se posait, commencer à rédiger. Maintenant, je leur donne le bon conseil de comment rédiger vite. Mettez-vous vite à la rédaction. Voilà, avoir aussi réfléchir à avoir un plan assez vite aussi parce que, mine de rien, même si le plan n'est pas forcément détaillé, ça donne voilà, ça structure, ça rassure aussi. Voilà, après, en quoi ça me sert encore? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ma thèse, c'est le fait de travailler à la fois sur la littérature et à la fois sur l'histoire, Dans parce que c'est l'histoire, ouais. vraiment deux domaines que j'adore et j'ai pas dû faire le deuil de l'un pour l'autre. J'ai essayé de combiner les deux et ça me sert aussi beaucoup et j'essaie aussi de transmettre ça aux étudiants parce que je donne surtout des cours de civilisation hispano-américaine, mais dès que je peux, je leur conseille des lectures, etc. Bon, Mhm. je leur conseille des films aussi, mais voilà, des ouvrages, je leur donne des extraits de textes littéraires aussi, parfois quand on évoque, voilà, bon, comme on parlait tout à l'heure de Garcia Marquez, quand on parle des républiques bananières, je remets un petit extrait de Garcia Marquez, un petit extrait de Vargas Llosa, par exemple, mais j'essaie aussi de montrer aux étudiants qu'il faut faire des ponts et puis que c'est important de pas, voilà, de s'intéresser à plusieurs choses et, pas, voilà, et de montrer aussi que la littérature et l'histoire, bah, il y a des, en Amérique latine en plus, mais Oui. pas que, il y a des liens et c'est intéressant. Et, Voilà, j'espère que vous avez et, votre question, parce et que ces parfois je questions m'éloigne. de littérature et civile, les ponts que vous pouvez faire, ça intéresse des étudiants de maintenant? Oui, 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 je me rends compte. Parce que même en première année, hein, je leur propose, parfois je dis, si vous voulez, là on aborde cette question-là. Alors comment est L1? Parfois, on n'a pas forcément un public, voilà, certains étudiants de L1 sont là, mais ils savent pas trop, c'est pas forcément leur, leur premier choix. Je fais pas systématiquement des photocopies pour tout le monde, des extraits de textes, mais Mhm. je leur demande, je dis, si vous voulez, ceux que ça intéresse, je peux vous donner un petit extrait de tel écrivain argentin, colombien. Péruviens, etc. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Et à la fin de l'heure, ils viennent me voir et du coup, je leur propose, Ah, je prends, je note combien de personnes ça intéresse. Je fais toujours quelques photocopies en plus aussi. Et en général, elles partent toutes, hein, finalement, ah, les photocopies. Donc c'est bien. ça, c'est bien. Ouais. Donc j'essaie en L1 voilà, de les convertir. À la Après, religion en du L2, texte. L3, en master, c'est différent. Les étudiants, déjà, savent pourquoi. Enfin, s'ils sont restés, c'est que la spécialité leur plaît. Et puis oui, même, alors pour l'instant, en direction de recherche, j'ai surtout eu des étudiants qui travaillaient sur des sujets plutôt de civil, mais il y a toujours un rapport avec l'art, ou soit l'art, soit la littérature quand même. Donc, je pense que ça les intéresse. C'est pas moi qui leur force la main, hein. Je jamais leur forcer la main ou leur imposer un sujet. Moi, on me l'a jamais imposé et je trouve Ouais, que c'est pas c'est le genre très bien. d'Éric. Ouais, Voilà, on m'a guidé bien entendu, mais on m'a jamais dit il faudra travailler sur tel sujet parce que j'ai envie. Non, mes directeurs m'ont toujours laissé proposer d'abord des choses et puis ensuite ils m'ont guidé. Donc j'essaie de faire la même chose avec les étudiants de master. est-ce que vous avez relu votre thèse? Non.
Non, et j'en ai relu parfois des fragments parce que je savais pour des communications, pour des articles que j'avais travaillé telle ou telle chose dans ma thèse. Donc j'allais chercher et curieusement, pour l'instant encore, alors que ça fait plus de 10 ans, j'arrive à peu près à me rappeler vers quelle page ça se trouve. Pas mal. Mais, mais je ne l'ai pas relu et en général, je n'aime pas me relire. C'est-à-dire que même des articles que j'ai écrits ensuite, qui étaient mieux rédigés que ma thèse, on va pas se mentir, la thèse maintenant, je pense que si je la relisais, je trouverais il y a plein d'imperfections. Mais non, je ne l'ai pas relu et je me relis rarement. Ouais, c'est ça, c'est l'inquiétude, cette bête étrange, j'aime mieux pas mettre mon nez dedans, c'est ça? Ou même, oui, enfin, je sais pas. Alors, c'est très curieux les fois où ça m'arrivait de relire. Vraiment, c'est parce que j'avais besoin de réutiliser Un truc quelque chose pour précis. un autre Ouais. article. C'est très bizarre, j'ai l'impression de dire le travail de quelqu'un d'autre, en Ah fait. bah c'est ça. C'est très curieux, ouais. Et alors, est-ce que c'est forcément négatif? C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément Non. méfier quelqu'un d'autre, comment il a pu écrire cette page, ou il y a quand même des satisfactions de dire, ah, c'était pas si mal. Non, ouais, ben, c'est un peu les deux. Alors parfois je me dis, ah oui, là, ça se voit que c'était au début où j'écrivais des articles. Et il y a eu aussi plusieurs fois où j'ai eu des articles qui ont été publiés. J'ai pas eu de retour d'évaluation ou quoi. Donc ils ont été publiés comme ça directement. Et après, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a encore des coquilles. Il y a ça, j'aurais pu. Voilà. Donc il y a encore ce côté-là. Et parfois, c'est la bonne surprise. Je me dis, ah, mais j'étais inspirée ce jour-là. C'était pas mal. Voilà, c'est un petit peu. Ça dépend. Et elle est où la thèse chez vous? Dans la bibliothèque, Elle au est garage? dans un. Comment? Elle est à la Pardon. bibliothèque ou dans un garage? Elle est quand même à l'abri parce que Ah, je l'ai mise dans mon bureau, mais dans un placard fermé. En fait, on la voit pas, elle n'est pas visible. Mais je l'ai pas mise dans le garage parce que, enfin, il y en a, je crois qu'il devait me rester alors, deux exemplaires que j'ai en rab. Donc, il y en a qui sont dans le garage, mais il y a un exemplaire quand même que j'ai laissé à portée de main. C'est vraiment plutôt l'idée qu'il soit à portée de main si j'ai besoin d'aller ok. chercher une référence ou quoi. Mais voilà. Donc pas de Mais comme elles sont fétichisme moins jolies qu'en Espagne, nos thèses, elles sont pas belles. En Espagne, ils font elles sont en cuir relié, tout bien, ça. Ouais, ouais. bien reliées, etc. Nous, c'est pas très joli. Donc, bon, je ne l'ai pas mise comme ça en exhibition dans, Non, dans non, mon voilà, c'est bureau. ça. Pas de fétichisme de la thèse. Bon. Non. Quels sont les conseils? Alors, à part de ne pas rédiger trop tard, d'avoir déjà un plan bien déterminé, hein, j'ai écouté, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? La première chose que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher. Qu'il faut s'accrocher, qu'il faut pas se décourager en fait. C'est normal d'avoir des moments de découragement et que ça fait partie du processus en fait et qu'il faut pas se décourager, il faut s'accrocher et que si on, à force de volonté, on y arrive forcément, on arrive forcément au bout. Voilà. L'autre chose, c'est vraiment l'autre conseil que je donnerais, c'est de bien écouter les enseignants-chercheurs qu'ils côtoient, que ce soit leur directeur de thèse, leur directrice de thèse, ou bien si, après ça dépend dans quelles conditions ils font leur recherche évidemment, mais s'ils ont la chance d'être à TER, eh bien, ils peuvent demander à d'autres collègues dans l'équipe pédagogique, ça c'est très très intéressant, même si parfois c'est des gens qui n'ont pas forcément le même, qui ne travaillent pas forcément sur la même aire géographique ou sur les mêmes sujets. Il y a toujours de bons conseils à prendre, je trouve. Moi, j'avais remarqué, après, je vais parler un petit peu comme une vieille qui juge les petits jeunes, Le mais cycle de j'avais la vie. remarqué parfois que j'avais vu parfois des jeunes doctorants qui étaient un petit peu sûrs d'eux. Enfin, je trouvais, alors bon, après, moi, je suis pas du tout sûre de moi, c'est peut-être ça le problème aussi, mais je trouvais qu'ils étaient bien sûrs d'eux, qu'ils travaillaient entre eux, mais qu'ils n'avaient pas forcément, enfin, qui prenaient un petit peu de haut les conseils des plus anciens. Et je trouve que ça, c'est un peu, il faut faire attention. Alors évidemment que c'est hyper important, par contre, évidemment, de parler avec d'autres collègues doctorants, ça c'est bien parce qu'on est souvent on retrouve souvent, on a souvent les mêmes difficultés, les mêmes découragements, les mêmes. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Rester entre jeunes aussi, c'est intéressant parce que ils sont plus au fait des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui existent, etc., que les plus anciens n'auront pas, enfin, n'ont pas forcément ces automatismes-là, mais les gens qui ont de l'expérience ont forcément de très très bons conseils à donner et il faut vraiment les écouter. La Voilà, transmission. exactement. Oui, moi aussi, c'est un Exactement. thème fétiche, ça, pour moi. Et alors, pour finir, est-ce que vous voulez bien prendre la thèse? Alors, le fichier papier Oui, ou, enfin, le papier ou le fichier numérique, comme vous préférez. voilà. La Voilà, bête, voilà pourquoi je ne l'expose pas, elle n'est pas très jolie, mais vous voyez qu'il y a plein de petits papiers parce que je l'ai réutilisé quand même. quand même, hein, les, voilà. Quand même.
Et est-ce que vous pouvez ouvrir à l'introduction, nous lire la première phrase et faire un commentaire, c'est-à-dire 11 ans plus tard, vous en pensez quoi de ce début? Alors, je vous lis le début. En 1992, à l'âge de 64 ans, Andrés Rivera reçoit le prix national de littérature en Argentine pour son roman La Revolución es un sueño eterno, publié 5 ans auparavant. Donc voilà la première phrase. Et là, je me dis que quand on rédige une thèse, on n'a pas du tout les mêmes réflexes qu'un écrivain qui va travailler son incipit. Parce que là, je trouve que mon incipit, il aurait pu être mieux. Et pourquoi? Parce que c'est informatif, c'est qu'est-ce qui vous... Oui, voilà, c'est assez bateau, c'est assez... voilà, j'ai pas pris trop de risques, on va dire. Ouais, et si c'était à Voilà, refaire, alors après, je sais. vous feriez autrement? Ouais, je pense que j'essaierai peut-être de... Oui, peut-être d'être un peu plus original, peut-être. C'est pas facile, hein, Mais dans c'est une vrai thèse que d'être sur le... original. Oui, je suis d'accord. C'est très compliqué, surtout quand on... Alors moi, la conclusion, j'ai rédigé après avoir rédigé les trois parties. Je pense que beaucoup de gens font ça aussi, Oui. hein. J'avais des éléments avant, mais j'ai préféré que voilà, le gros de la thèse soit terminé pour rédiger l'introduction. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'être original, effectivement, surtout pour un premier travail comme ça, assez conséquent. Mais voilà, maintenant, avec le recul, je me dis, ah, je pense que on a des collègues qui arrivent à être écrivains en plus d'être des docteurs, des enseignants, chercheurs brillants. Et je me dis, je pense que eux, ils ont plus travaillé le style de leur thèse que moi. Ouais, je sais pas, parfois. Alors, il y aurait un petit défi, un truc marrant à faire, c'est dire à l'IA, vous lui mettez votre première phrase, oh, je la trouve pas terrible et tout, tu peux pas m'en faire une version un peu olé olé et vous Mhm. m'envoyez le résultat pour voir ce que ça donne. Hein, s'il a été capable de mettre un peu de musicalité, de littérature dans tout ça. Et une autre question, alors ça, c'est au fil de mes conversations avec les jeunes docteurs. Alors, jeunes, pas qu'on soutenu il y a 11 ans, hein, des gens qui ont soutenu il y a Mhm. 3-4 jours, il y en a que j'ai interviewé, c'était tout frais. Euh, Mhm. Eux, pour beaucoup, ils font leur thèse à la première personne. Et donc, dans leur première phrase, c'est je ceci, je cela. Et évidemment, pour moi, qui est soutenu en 2002, en 2001, ça paraît hallucinant. Enfin, je veux dire, le je, il était Mhm. banni, la subjectivité, bon. Mhm. Mhm. Alors vous, votre thèse, elle est encore avec le on, nous, ou déjà au je, et le cas échéant, pourquoi? Non. J'ai mis Ah, nous et je mets toujours nous parce que je sais pas, je ne suis pas habituée à dire je. Alors éventuellement, je vais dire je lors d'une communication, un colloque, dans un échange après la pas dans la thèse. communication. Mais sinon, non, je ne dis jamais je. Je pense que Ouais. c'est peut-être lié, c'est peut-être générationnel, hein. À notre époque, on ne disait pas je. Non. Mais bon, peut-être que là, maintenant, je ne sais pas si ce sont des consignes des directeurs, ça Je m'étonnerait pense peut-être pas, un je petit pense peu, où ils ont la liberté et ils l'apprennent, je ne sais pas. bah oui, Enfin, puis la il part du liberté de le principe faire, qu'il n'est pas complètement fou, qu'il y a de toute façon une part de subjectivité dans la bien façon sûr. de traiter les corpus et qu'il vaut mieux l'assumer plutôt que... Mais Mm, ça me fait quand même toujours bizarre. Je reconnais que là, il y a un saut générationnel. Le jeu dans une thèse, mm, ça me surprend. Et mhm. bah écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup de cet entretien et puis De d'avoir rien. accepté de participer au projet Ma thèse et moi.